Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Mathieu Boisvert, je suis un vieux de Pixis. Ça fait maintenant 10 ans que je suis avec eux. Donc, depuis 2004 que je baigne dans la souple agile. Et là, j'ai un paquet de rôles différents. Je suis un chargé de cours ici à l'UQAM. J'enseigne les méthodes agiles à la chaire de gestion de projet. Donc, c'est intéressant, ça. Ça me permet de discuter d'agilité dans différents contextes, pas juste celui des TI. Je suis aussi un formateur. Je donne beaucoup de formations, un conseiller pour les transitions agiles aussi. En fait, je ne manque pas de travail. Si jamais vous cherchez quelque chose dans le domaine de l'agilité, venez, j'ai quelque chose à partager. Et si vous aimez ce que vous voyez, accessoirement, je suis directeur de la formation, donc nos formations sont tout aussi bonnes. Hein? Sinon, j'ai écrit un livre avec ma collègue Sylvie Trudel, qui est aussi une professeure à l'UQAM. Donc, c'était notre façon à nous de mettre sur papier c'est quoi pour nous une transition organisationnelle, puis tous les impacts que ça peut créer sur l'architecture, sur la gestion, le leadership, les ressources humaines, et ainsi de suite. Et je suis un fan de l'Agilto. Je suis là depuis les tout premiers moments et franchement, pour moi et mes collègues, là, c'est le Noël de l'agilité. C'est vraiment un très bel événement. Je félicite le comité organisateur, hein, comme à chaque année. Très belle édition, c'est bien organisé, bravo. La valeur d'affaires, c'est pas nouveau. C'est un vieux sujet de l'agilité. Ça apparaît dans le manifeste agile. Probablement que si vous... Combien de personnes ici sont familiers avec l'agilité? Ah! Donc, ça ne devrait pas vous surprendre quand on parle de valeur d'affaires, quand on parle d'agilité. C'est un vieux sujet. Puis, ce qui est particulier avec les méthodes agiles, c'est que ça vient principalement des fournisseurs. C'est eux qui ont mené le bal. C'est eux qui ont dit « Hey, on va essayer de découper par morceaux, on va essayer de se rapprocher de notre client, on va se mettre à développer des trucs qui se mettent à marcher rapidement. » C'est super. C'est super qu'il y ait eu cette idée-là, mais franchement, là, les personnes qui en profitent le plus, ce n'est pas les fournisseurs. Les personnes qui peuvent profiter le plus de l'agilité, c'est les unités d'affaires, c'est nos clients, c'est les gens qui font affaire avec nous, les fournisseurs. Parce que c'est eux qui peuvent vraiment profiter du bénéfice que maintenant, nous soyons capables de livrer rapidement quelque chose. Puis, ça ne fait pas longtemps qu'on est si bon que ça à le faire. Encore dernièrement, là, et puis dans certaines organisations, c'est toujours pas possible, mais je sens quand même que de plus en plus d'équipes dans les organisations qui sont capables de le faire, qui sont capables de livrer quelque chose qui fonctionne. Même si ça veut dire qu'on ne fera pas toute une architecture d'un seul coup, même si ça veut dire que les choses qu'on faisait en séquence, bien maintenant, on les fait tous ensemble dans un très court laps de temps. Maintenant qu'on a suffisamment d'équipes qui sont capables de le faire, plutôt que de simplement se limiter à livrer la portée puis à essayer de ne pas livrer des fonctionnalités que personne n'utilise. La fameuse slide qui dit que 60% des choses qu'on développe ne servent à personne. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus intéressant que juste contrôler le risque? Que de juste contrôler le budget puis de contrôler la portée? Y a-t-il quelque chose de plus intéressant à faire avec ça? Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est probablement pas nouveau pour vous. Vous allez sûrement vous dire « Ben oui, si tu me l'aurais demandé, je te l'aurais dit. » Mais je ne suis pas sûr qu'on le fait encore. Mais je pense qu'on est rendu là. L'avez-vous vu, cette pub-là? Je ne la ferai pas rouler, là. Le père qui arrive avec sa nouvelle voiture. On a vu le jeune qui rentre dans la cour et qui a accroché la poubelle avec sa vieille voiture. Puis là, le père qui arrive avec la toute nouvelle Mazda. Et le jeune qui dit « Ah, vas-tu me la laisser conduire? » Ouais, je suis rendu là. Donc, moi, je pense qu'on n'était pas rendu là,
Puis maintenant, on est rendu là. Puis la manière dont je vais vous expliquer cette conférence-là, je vais commencer tout de suite parce que moi, ce que je cherche à faire. Avant de vous expliquer comment je voudrais y arriver, j'aimerais ça vous dire tout de suite, moi, je pense qu'on est rendu à faire tel type de choses différemment. Nos fameux portefeuilles de projets. Donc, on est dans une organisation, on a plein de projets à faire. On dirait, pas assez d'équipes pour les faire. Là, je vais simplifier le problème au maximum. Imaginons-nous qu'on a une équipe et 3 projets. 3 projets qui, pour nous semblent stratégiques. On aimerait les réaliser tous les 3 cette année. On n'est pas sûr que ça va se produire. Ils sont d'envergure. Ça a l'air beaucoup. C'est à la limite de notre capacité. Puis s'il fallait qu'il y ait un projet qui aille mal, bien, probablement qu'il y en a un dans la gang qui ne fonctionnera pas. Puis là, on a des dualités. D'un côté, on aimerait ça faire avancer tous les projets en même temps. Mais quand on fait avancer tous les projets en même temps, on tombe dans la commutation des tâches, le task switching. Puis on sait très bien que ce n'est pas la manière la plus efficace de faire les choses. Parce qu'à chaque fois que je change de contexte, je suis obligé de me remettre dans le bon contexte. Et là, à chaque fois, j'ai un petit peu d'inefficacité. Mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Parce que je ne peux quand même pas faire mes 3 grands projets stratégiques, un après l'autre. C'est intolérable. Je ne peux pas me permettre ça. Et c'est quoi le meilleur entre les deux? Quand je fais de la commutation des tâches sans arrêt, je suis plutôt dans l'embouteillage. Donc, ce qui arrive, c'est que tout avance. J'utilise au maximum mes ressources. C'est ça que je fais en fait. Il n'y a pas une meilleure façon d'utiliser l'autoroute que d'en faire un stationnement. Chaque mètre carré de votre autoroute est utilisé. C'est-tu pas beau, ça? Mais ce n'est pas ça le but d'une autoroute. Le but d'une autoroute, c'est quand quelque chose rentre dans l'autoroute, il faut sortir de l'autoroute le plus vite possible. Donc, j'aimerais ça faire la même chose. J'aimerais ça faire la même chose avec mon processus de développement. Donc, je vais limiter juste un petit peu ma commutation des tâches en me disant que je vais me concentrer au moins sur quelque chose qui pourrait me donner de la valeur. Et là, je peux le faire dans l'ordre que je veux. Je peux me dire, mon premier projet, j'en fais une tranche, je gagne un bénéfice. Ici, c'était sur 2 millions, je gagne un bénéfice de 500 000. Bravo. Maintenant que j'ai obtenu ce bénéfice-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis ce projet-là ou je saute sur un autre projet parce que la valeur dans mon deuxième projet stratégique est plus intéressante? Et là, à chaque fois, je fais un choix. Et chaque fois, le choix, je le remets complètement en cause dans une globalité. Donc, je me concentre le temps d'un bout de valeur et quand j'ai réussi à livrer cette valeur-là, là, je switch. Donc, j'ai réduit quand même un peu la commutation des tâches. Je n'essaie pas de faire tout avancer en même temps, mais j'ai libéré le fait que c'est intolérable d'attendre après tout le projet avant d'en commencer un autre. Autre exemple de ce qu'on pourrait faire si on se concentrait plus sur la valeur d'affaires. La difficulté qu'on a de créer des situations gagnantes-gagnantes dans des contrats agiles entre les clients et les fournisseurs. On dirait toujours qu'il y a quelqu'un qui profite plus que l'autre de notre mode contractuel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Bien, si j'étais capable d'identifier des couloirs de valeur, des couloirs fonctionnels dans ma portée, puis qu'on associait de l'argent à ces couloirs-là pour le fournisseur, puis de lui dire, tu es payé à la fréquence de la valeur que je reçois, bien, j'aurais une situation plus gagnante-gagnante. Puis ça ne peut pas se faire d'une fonctionnalité à l'autre. Ça se fait par groupe de fonctionnalités, parce que de la valeur, ça ne s'exploite pas juste avec une fonctionnalité. Ça s'exploite avec un groupe de fonctionnalités. Donc, si j'étais capable de faire ça, le client, toutes les fois qu'il donne de l'argent, c'est parce qu'il aurait reçu de la valeur.
Puis 2, ça permettrait de distribuer le paiement comme un fournisseur s'attendrait parce qu'il ne peut quand même pas attendre la fin d'un projet pour recevoir son argent. Il a besoin de payer son personnel tout au long du déroulement de projet. Donc, payer à la livraison de la valeur d'affaires acquise. Là, je fais une distinction entre la valeur acquise et la valeur d'affaires acquise, puis on va en reparler un petit peu plus tard. C'est sûr que je suis en train de changer le paradigme. Puis ça a bien été expliqué dans la conférence de Jean-Marc précédemment. C'est sûr que si je veux livrer par de la valeur d'affaires des petits morceaux, je ne pourrai plus travailler d'une idée vers l'opportunité, vers le budget, vers le projet. Il va falloir que je tranche aussi ma manière de faire la planification du développement. Donc, mon idée, première tranche, et je finance la première tranche. Et quand on aura fini cette première tranche-là, on verra ce qu'on fait, que ce soit dans mon contrat avec mon fournisseur, que ce soit dans ma gestion de portefeuille agile. Livre-moi une première tranche, puis après ça, revisons, refinançons une deuxième tranche, et comme ça, sans arrêt, faisons la meilleure des choses possibles dans les ressources qui étaient disponibles pour le projet. Je pense qu'on est rendu là. On est seulement rendu là parce que nos équipes sont capables de livrer en morceaux. Hein? Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est capable de le faire. Moi, je pense que c'est important. Ça va nous permettre de réduire le temps de mise en marché. Ça va nous permettre de capitaliser. Ça va nous permettre de laisser de la place aux réactions des imprévus, parce qu'on va se concentrer sur un court laps de temps à livrer de la valeur et par la suite, on pourra saisir une opportunité ou réagir aux imprévus. Ça va changer la manière dont on gère les contrats et ça va nous permettre de changer la dynamique de la gestion de portefeuille et d'avoir la meilleure année possible dans les ressources qui nous étaient disponibles. Et dans un contexte public, moi, mes dernières grandes expériences étaient dans un contexte public. Je pense vraiment que cette façon de travailler-là pourrait vraiment aider à adresser l'austérité et pour le domaine plus privé, à réagir face à la compétition. Donc là, j'ai vraiment commencé par ce que moi, je cherche à faire. Je suis vraiment rendu là dans ma planification de projet. J'essaie de dépasser un peu la planification du product backlog. Le product backlog, c'est mon outil pour y arriver. Mais j'ai besoin d'une vision au-dessus. Et là, quand on enseigne à nos PO, on leur dit toujours, tu devrais ordonner ton carnet par la valeur d'affaires. Là, il est d'accord. Il dit, c'est quoi ça, de la valeur d'affaires? OK? Où je trouve ça, de la valeur d'affaires? On l'a déjà quelque part. Allez voir votre business case. Allez vérifier votre test d'ascenseur. Vous avez déjà mis dans un document, nous faisons ce projet-là pour ça. Puis c'est souvent exprimé sous la forme d'un objectif, puis cet objectif-là est souvent lié à votre stratégie. On avait la stratégie de quelque chose cette année. On a fait un projet, on s'attend que tel objectif soit atteint. Bien, c'est ça la valeur d'affaires. Et là, il suffit d'aller prendre cette ligne-là puis de la nommer. Là, après ça, on va travailler à la quantifier. Mais déjà, pour l'identifier, probablement que vous savez déjà où elle est. Là, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont fait ce document-là, probablement que votre business analyst ou votre PO a participé à l'élaboration de ce document-là. C'est super intéressant s'ils pouvaient rester avec nous pendant tout le projet, parce que tout à l'heure, quand on va parler de suivi, on va voir l'importance de rappeler sans arrêt quel était l'objectif. Parce que le plus important ne sera plus de livrer de la portée. Le plus important, ça va être de livrer de la valeur. Je poursuis. Je sais que j'ai perdu la valeur d'affaires quand je commence à avoir des discussions de ce type-là. Donc ici, c'est un coach qui est en train de discuter avec un chargé de projet puis qui dit « Ton projet, c'est quoi son objectif? » Nous, on livre un tableau de bord. Ça a l'air d'être très porté, hein? Nous, on va avoir réussi le projet quand on va avoir fini le fameux tableau de bord. OK? C'est quoi l'objectif de ce tableau de bord-là?
Bien, c'est d'indiquer des affaires au quotidien. OK? Pourquoi c'est important? Là, tu sens que le PM, là, il commence à s'énerver. Hey, moi, je suis supposé de livrer la portée, là. Pourquoi tu m'achales avec ça? Et il essaye quand même. Il pousse un petit peu plus loin. Bien, le client me l'a demandé. Ouh! Ça commence à être pauvre comme réponse, là. Donc, le coach continue, avec le risque de recevoir un coup de pied dans le derrière. C'est parce qu'on essaie de réduire les coûts des activités quotidiennes. Ah! Donc, tu t'attends que ce tableau de bord-là permette à la personne responsable de prendre une décision à tous les jours. C'est pour ça que tu fais ce projet-là. C'est ça ton objectif. C'est ça ta valeur d'affaires. Donc, chaque fois que tu livres quelque chose dans ton tableau de bord qui permet à la personne de prendre une décision au quotidien, tu viens de lui livrer de la valeur d'affaires. Un peu comme a été exprimé par la présentation de Jean-Marc, le fait que c'est important de donner un objectif. C'est une grosse discussion sur Internet, puis Simon Sinek fait un très beau travail là-dessus d'expliquer que les meilleurs gestionnaires aujourd'hui ne sont pas ceux qui expliquent ce qu'il y a à faire, mais plutôt qui expliquent c'est pourquoi qu'on fait ces choses-là, puis après ça, ça donne un cadre aux gens pour être créatifs à livrer cette valeur d'affaires-là. Donc, ici, j'ai un exemple de quelqu'un qui aurait étudié les causes à effet. Donc, il se serait servi des causes à effet pour être capable de déterminer pourquoi on fait le projet. Donc, on se retrouve ici dans un projet où est-ce qu'on se disait qu'il y avait trop d'inventaire dans nos entrepôts. C'est un problème pour nous parce qu'on est obligé de se louer des nouveaux entrepôts et en plus, tout ce qui traîne dans l'entrepôt, ben, ça périt assez rapidement. OK? Donc, comment on pourrait faire pour réduire notre inventaire? Et là, on se dit, ben, c'est parce que notre fournisseur n'a pas accès à notre inventaire, donc il ne peut pas savoir quand c'est le bon moment de nous livrer quelque chose. Il ne peut pas se mettre à livrer en flux continu, en just-in-time. Puis pourquoi il n'est pas capable de faire ça? C'est parce que nous autres, on garde nos informations privées. Si on était capable de lui communiquer l'information, peut-être de manière confidentielle, mais au moins l'information qu'il a besoin, peut-être qu'il pourrait se mettre à nous livrer en just-in-time. Et de l'autre côté, nous, on a des problèmes de visibilité sur notre stock. Fait qu'on peut imaginer que les carrés orange, c'est la découverte que vous auriez faite en faisant votre analyse préliminaire. Vous auriez dit, voici ce qu'il faut faire pour réduire notre problème. Et là, vous auriez identifié toute une portée qui vous permet de réaliser ce que vous venez de découvrir. Sauf que quand vous allez livrer, le plus important, ce n'est pas de voir que vous avez réussi à livrer les portions oranges. Le plus important, c'est de vérifier que vous avez eu un impact sur le carré vert. Elle est là, la valeur d'affaires. Est-ce que depuis que j'ai livré du orange, c'est vrai que je suis capable de réduire mon inventaire? C'est assez exigeant, hein? Ça nous demande une certaine discipline de se rendre jusque-là, mais maintenant, je crois qu'on est capable de le faire. Il faut juste pas laisser le document qu'on a imaginé au départ, puis de le garder proche de nous autres, puis de s'en servir à la fin de chaque itération, quand vous allez vérifier comment va le projet, la santé de votre projet, plutôt que de voir que vous descendez bien le backlog. Vous allez aussi vérifier, coudonc, ça a-tu un impact? Ça le réduit-tu vraiment, mon inventaire? Donc là, encore une fois, hein, on a tout ce qu'il faut pour travailler selon la valeur d'affaires. Probablement que vous avez fait une analyse préliminaire, puis probablement que votre valeur d'affaires se cache à cet endroit-là. Il reste le problème de la quantifier. Quand je parle de valeur d'affaires, j'essaie vraiment de me distancer du earned value, hein, parce que quand on fait du earned value en gestion de projet traditionnel, on a tendance à mesurer les coûts qui sont engagés, puis de combien j'ai dépensé mon budget jusqu'à maintenant, puis ça représente quoi comme proportion par rapport au budget total, puis ça me montre que j'ai avancé. C'est vrai. Mais ça fait l'hypothèse que parce que j'ai dépensé de l'argent, nécessairement, j'ai reçu de la valeur. Puis ça, c'est généralement vrai. Mais ce n'est pas
100% vrai. Ce n'est pas parce que j'ai payé plus cher de ma poche que j'en ai eu pour mon argent. Habituellement, oui, mais pas tout le temps. Des fois, j'ai un petit peu gaspillé mon argent. Fait que ce que je devrais vérifier, ce n'est pas juste ma consommation de budget, c'est qu'est-ce que j'ai eu en retour. Ça, c'est ce que j'appelle de la valeur acquise d'affaires. Donc, pour moi, la valeur d'affaires, c'est des notions comme la croyance, la convergence, l'expérience client, l'efficacité des opérations, l'innovation, des choses qui importent au client, pas au TI. Puis peu importe l'efficience ou les coûts de développement. Donc, ça ne peut pas être les points, les fameux story points ou les jours hommes. Je contrôle les jours hommes et je contrôle les story points parce que je vais améliorer mon efficacité à livrer et c'est super dans cet objectif-là. Mais ça ne m'aide pas à savoir que j'ai un bon retour sur investissement. Il manque quelque chose. Il manque la valeur d'affaires. Ça ne se calcule pas nécessairement sur chaque élément. Ça se pourrait que vous ayez besoin de plusieurs éléments pour être capable de livrer enfin de la livraison. Donc, ça se pourrait que vous ayez besoin de plus d'une itération pour gagner votre valeur d'affaires. Donc, c'est encore important de suivre les coûts pour améliorer l'efficacité puis livrer de la valeur d'affaires le plus efficacement possible. Et ça se pourrait que ça vous prenne quelques itérations pour finalement la livrer, cette valeur d'affaires-là. Ça va nécessairement vous demander de briser vos silos de composants puis votre architecture de solutions. Bien, c'est sûr que si vous travaillez dans l'ordre des couches ou dans l'ordre de vos unités d'affaires, bien, si vous considérez que votre valeur elle est seulement gagnée quand vous avez un processus organisationnel de couvert ou que vous avez une fonctionnalité qui marche bien dans toute votre solution, toute son architecture, bien, ça va vous demander de briser ces limites naturelles-là qu'on a dans nos processus actuels. Là, je vais la mesurer. Je vais voir combien j'en ai pour mon argent parce que là, j'ai compris qu'il y a une distinction entre les coûts et la valeur d'affaires. Si vous avez un actuaire chez vous, c'est super facile. Non, super facile. Je suis en train de minimiser le travail des actuaires. C'est plus facile. C'est plus facile parce qu'ils sont capables de dire « Hey, si tu fais ce groupe de fonctionnalités-là, ça va nous permettre de rejoindre les snowbirds quand on va vendre de l'assurance voyage. » Fait qu'on a un marché de X millions. Ou ça va vous permettre de dire « Hey, ça va permettre à nos réceptionnistes, quand les personnes essaient de négocier de l'assurance, de voir que tu es un bon payeur, puis d'offrir les produits qui sont adaptés, puis d'aller chercher des nouveaux clients. Il y a un potentiel de X là-dessus. » Ou, le même client, je vais m'apercevoir que c'est un mauvais payeur. J'aimerais ça plus l'avoir. Fait que je vais alerter ma personne pour dire, si tu trouvais le moyen qu'il se trouve une autre assurance, ce serait peut-être une bonne idée. Ou, vous ne voulez même pas changer la relation que vous avez avec votre marché. Vous voulez juste être meilleur dans le traitement des réclamations d'assurance. C'est de combien le temps économisé par type de dossier. Tout ça, là, c'est très qualitatif. Donc, je vous invite fortement à juste vérifier, est-ce que ça se pourrait qu'on l'a déjà quantifié, puis si oui, on peut utiliser ces données-là? Parce que moi, j'ai rencontré une équipe qui m'a dit, je ne sais pas c'est quoi la valeur d'affaires, je ne suis pas capable de la quantifier. J'ai demandé, mais c'est quoi le but du projet? Bien, c'est de réduire le temps de traitement des dossiers. OK, est-ce que quelqu'un a calculé le potentiel de ça? Oui. Puis on sait quelle fonctionnalité économiserait de combien. Bien là, tu fais exprès. Tu l'as, l'information, elle est là. La priorisation de ton carnet, c'est devenu très facile. Tu as la valeur d'affaires quantifiée. Mets les éléments les plus payants en haut, les éléments les moins payants en bas. Donc, j'invite à se poser la question. Allez revoir dans votre business case, probablement qu'il y a plus d'informations que vous croyez là-dedans. Et là, ça peut prendre un petit peu d'imagination. Mais le gain en temps, je viens de l'expliquer. Si vous aviez à vous conformer à une règle ou des règlements ou des normes, vous pourriez regarder le pourcentage de couverture que vous avez par rapport à votre norme. Si vous aviez un processus organisationnel, vous pourriez vérifier combien d'opérations on est capable de traiter dans notre quotidien. Et probablement que les opérations qui sont les plus fréquentes sont celles sur lesquelles j'ai le plus de potentiel de gain.
et ceux qui sont les plus critiques. Celles que, quand on se trompe, ça nous fait mal. Bien là, je vois que certaines opérations sont plus importantes que d'autres et que certaines autres opérations, même si on les faisait encore un petit peu à la main, on n'a pas un potentiel de gain aussi grand. Donc là, ça peut être facile, plus facile si vous avez l'information. 2, si vous n'avez pas l'information, avec un peu d'imagination, on peut la trouver. Mais 3, des fois, c'est très difficile, a l'air d'être intuitive, la valeur d'affaires. Dans ce cas-là, vous pourriez faire une estimation grossière ou utiliser Kano. Et l'impact mapping, l'evidence-based management, je vais m'en servir dans les slides de fin. Si je fais une application pour aider les taxis, puis que je suis capable de juste grossièrement estimer le nombre de clients potentiels, le nombre de chauffeurs potentiels, puis le temps que je pourrais économiser, vous êtes, même si c'est un petit peu abstrait, vous êtes capable d'estimer c'est quoi la valeur approximative que j'ai l'intention d'avoir. Et si vous la jumelez avec un sondage de satisfaction qui vérifie quand je te donne les choses, est-ce que tu es content? Quand je t'enlève les choses, est-ce que tu es fâché? Bien, vous êtes capable de, en les jumelant les deux ensemble, savoir lesquelles des fonctionnalités sont les plus payantes pour vous. Donc, même quand votre valeur est intuitive, vous êtes capable, avec un sondage de satisfaction, de, à la limite, grossièrement estimer combien de valeur vous avez pour chacun des éléments. Et là, prenez vos couloirs, associez de la valeur à chacun de vos couloirs, puis ordonnez ces couloirs-là selon la valeur d'affaires. Puis là, vous allez être capable de faire de la gestion de portefeuille agile. Et ou de faire un contrat avec votre fournisseur de manière plus agile. Je termine avec quelques slides sur qu'est-ce que ça va provoquer dans le suivi. Première des choses, n'oubliez pas pourquoi vous le faites. On a tendance à oublier ça. Puis tout à l'heure, je vous ai donné la recommandation, quand vous avez un business case, traînez-le avec vous. Mais si vous ne le traînez pas avec vous, puis vous ne l'utilisez pas pour jaser à la fin de chaque itération sur « Hey, on avait l'intention de livrer ça, puis on a réussi. Maintenant, la prochaine des meilleures choses à faire, ça serait ça. » Bien, si vous vous limitez à regarder le carnet, vous n'aurez pas cette vision-là. La bonne discussion, vous allez l'avoir si vous avez gardé votre objectif stratégique avec vous et que vous le rappelez sans arrêt d'une itération à l'autre. Ça va être utile pour vous. Ça va vous permettre de voir quand est-ce que je suis capable de capitaliser. Il est où mon seuil de rentabilité minimum? Vous allez plus efficacement identifier votre breaking point, break-even point. Ça va vous permettre de prendre des décisions. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, quand est-ce que je switch d'un projet à l'autre, bien, de voir vos acquis, ça va vous permettre de prendre cette décision-là. Maintenant, on a terminé ça, on est rendu à autre chose. Ça va vous servir de base monnayable dans votre contrat. Ça va vous permettre de comparer le rendement de l'investissement. Ça, c'est le bout qui me chicote le plus. En Agile, on fait plein de promesses. On dit, en Agile, tout va être plus visible. En Agile, tu vas avoir de la valeur, tu vas obtenir de la valeur plus rapidement, tu vas diminuer tes risques plus rapidement. C'est vrai que le framework permet de le faire. Mais si vous n'êtes pas à organiser votre carnet de manière à ce que ça se produise et si vous n'utilisez pas la fin de vos itérations pour faire vos vérifications, ben moi, d'après moi, vous êtes capable de faire un effet tunnel comme on reproche au waterfall. Hein? Donc, c'est important de changer le paradigme puis de se dire, je vais les utiliser, les points de visibilité, puis je vais les utiliser au maximum. Je mesure ma valeur d'affaires, je regarde qu'est-ce que j'ai gagné jusqu'à maintenant. Bien, pour faire ça, vous avez besoin d'incréments qui fonctionnent, puis heureusement, les équipes agiles sont capables de le faire pour vous. Même chose pour la business value. On dit que la business value, elle va super grand quand on est en agile. Ben oui, si tu as commencé par les choses qui ont le plus de valeur. Ouais, mais c'est les choses les plus difficiles. Je le sais, c'est eux autres qui ont le plus de valeur. Donc,
là, le paradigme va jusqu'à changer la manière dont vos TI vont travailler parce qu'ils vont parfois vous demander de travailler au nom de l'efficacité. Laisse-moi travailler sur des choses un peu plus simples, le temps de me faire la main. Mais non. Du point de vue du PO, la chose qui avait le plus de valeur, c'était la chose la plus difficile. J'aime beaucoup mieux avoir un projet où c'est difficile en démarrant, puis qu'à la fin, on avait le meilleur produit possible, que de rencontrer un gros nœud difficile en milieu ou fin de projet, parce que là, on s'attaquait aux choses les plus difficiles. J'aime beaucoup mieux me retrouver en fin de projet à demander de l'argent pour ajouter de la valeur sur mon produit que de me retrouver en fin de projet pour avoir de l'argent pour que le produit se mette à marcher. Puis se mettre à marcher, ce n'est pas juste une question de ça fonctionne puis l'incrément est fonctionnel. Se mettre à marcher, c'est avoir un couloir fonctionnel qui libère de la valeur, qui fait qu'il est exploitable. Donc, au-delà de la cohérence technique, vous avez besoin d'une cohérence d'affaires. Puis ça se planifie, puis ça s'organise autour de vos vecteurs d'affaires. Ce qui veut dire qu'à la fin de chaque itération, vous devriez aller vérifier est-ce que vous avez réussi à faire l'impact que vous aviez dans votre tête. Donc, je m'étais fait une portée pour être capable d'augmenter le pourcentage de vente. Allez vérifier si les clients auxquels vous pensiez vous adresser sont vraiment satisfaits de ça, puis ils ont vraiment envie de vous en acheter plus. Dernière slide. Moi, je propose l'ajout d'un nouveau KPI dans votre gestion de projet. Le KPI qu'on a déjà, qui mesure le Earn Value, vous permet d'améliorer votre efficacité. J'en ai déjà parlé. Le nouveau KPI que je vous propose va vous permettre de mesurer réellement le retour sur l'investissement, de mesurer le Earn Value d'affaires, la valeur acquise d'affaires, puis elle va être basée sur le potentiel de valeur d'affaires possible, puis le nombre de valeurs d'affaires que j'ai réussi à livrer jusqu'à maintenant depuis la dernière itération. Donc, je propose vraiment l'ajout d'un nouveau KPI dans votre gestion de projet. Oui, je le sais que je vais stresser les organisations, je viens d'en parler. En commençant par le plus difficile, ça va stresser les organisations matricielles. Oui, je sais que ça va changer la manière dont on modélise les architectures, puis ça va aussi changer la manière dont on les réalise. Oui, c'est contre-intuitif. Je sais que c'est un nouveau paradigme et que c'est plus facile de se concentrer à livrer de la portée que de livrer à travers de la valeur d'affaires, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus prometteur de le faire de cette manière-là. D'où l'importance de se rappeler pourquoi on fait ça. Si vous le faites juste pour être agile, ça ne marchera pas. Si vous le faites en sachant que vous voulez atteindre l'objectif stratégique, c'est beaucoup plus facile d'avoir la motivation de continuer. Et ça demande que vous ayez des requis vraiment fonctionnels parce qu'il y a une promesse associée à chaque incrément. C'est que potentiellement, vous pourriez arrêter le projet n'importe quand et que vous pourriez le livrer en production à la hauteur de ce que vous avez jusqu'à maintenant. Je vous laisse en vous posant une petite question. Combien de personnes ici sont inspirées et ça a eu une idée sur la manière d'organiser leur carnet? Merci beaucoup.